Bonjour à tous et à toutes, je suis Justin Weil, je suis le fondateur et le directeur général du Forum de Paris sur la paix et on en est à la deuxième saison de notre podcast où on explore les grands défis de notre époque et les pistes qui s'ouvrent à nous pour réinventer la diplomatie, une diplomatie plus efficace dans un monde qui est en changement rapide, peut-être plus rapide qu'auparavant. Aujourd'hui, après avoir traité des questions numériques la dernière fois, on ouvre un autre chapitre essentiel, comment construire la paix dans un monde en surchauffe. On sait que le dérèglement climatique modifie les équilibres géopolitiques mondiaux. Il agit comme un multiplicateur de Mmh. risques. Beaucoup de problèmes en procèdent. Il exacerbe les tensions liées aux ressources, les fragilités sociales, les dynamiques régionales. On a tous en tête le cas des populations déplacées notamment. Les conflits armés eux-mêmes, et on y viendra tout à l'heure, contribuent au réchauffement climatique en même temps qu'ils en sont en partie issus. Et donc on a une sorte de cercle vicieux. Euh, et on voit bien qu'on est dans un contexte dans lequel les conflits se multiplient. On est à plus de 60 conflits en 2025, l'année qui vient de s'écouler, alors qu'on n'était qu'à la moitié à peu près dans les années 2012-2013. Donc on est à un niveau très haut et ça n'a pas l'air de se calmer malgré les grands efforts de paix du président Trump qui a arrêté 8 guerres Mmh. au moins, et on compte encore. Et donc la Et qui a question réconcilié le Groenland avec le Canada, avec le Danemark. Exactement. Et la question, et d'ailleurs une des questions, c'est peut-être des théories du complot, mais c'était l'idée qu'il ne croit pas au réchauffement climatique. Il n'empêche que le Groenland va être de plus en plus dégagé des glaces et Mmh. va Tout présenter à fait. un intérêt économique de plus en plus important, ne serait-ce que par les voies de navigation qui le longent. Mais c'est une autre affaire. Je reprends mon introduction. Aujourd'hui, nous avons deux invités pour parler de ce lien entre le climat et la paix, pour couvrir ce continuum entre la géopolitique, les négociations climat, les acteurs qui peuvent animer cette négociation climat et les voies pour régler cette question, ou plutôt pour essayer de s'y attaquer. Donc on va parler de gouvernance climatique et de place des États, des territoires et de la société civile. J'ai donc deux invités et merci beaucoup à tous les deux d'être venus. D'abord, Ronan Dantec, vous êtes sénateur de Loire-Atlantique et vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous occupez en fait beaucoup d'affaires internationales en général au Sénat français. Vous êtes en même temps le président de l'ONG Climate Change qui met en réseau les acteurs non étatiques dans les négociations climatiques notamment. Vous avez été le porte-parole des villes dans ces négociations climatiques pendant 10 ans. C'était certainement lié au fait que vous étiez adjoint au maire de Nantes quand Jean-Marc Ayrault était maire de Nantes et vice-président de la communauté urbaine de Nantes. Et ça, c'est important, évidemment, pour l'ancrage local. Donc, bienvenue et merci Merci. beaucoup de Mmh. participer à ce podcast. François Gémen, vous êtes le Bonjour. spécialiste bien connu des questions d'environnement, de géopolitique et de migration. Vous êtes d'abord professeur à HEC, ici à Paris. Vous êtes aussi directeur de l'Observatoire Hugo, ça c'est à l'Université de Liège. En Euh, Belgique. En Belgique, exactement. Et vous êtes, alors je le précise aussi, du fait de votre spécialité, auteur principal. Il y a beaucoup d'auteurs, mais auteur principal, c'est une vraie charge pour le sixième rapport du GIEC. Hein, c'est le dernier rapport en C'est date ça, du, qui est du- paru en du GIEC, 2023. paru récemment en 2023. J'ajoute, et ça nous servira de transition pour commencer notre discussion, que vous co-dirigez l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées. Donc je commencerai par cette question-là. Euh, dans un monde où il y a Gaza, l'Ukraine, des tensions de plus en plus grandes, le nombre de conflits que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore une place pour s'occuper du climat? J'ai envie de dire, d'une certaine manière, plus que jamais. Je crois que l'erreur qu'on commet souvent, c'est de considérer que ce sont des sujets quasiment concurrents, des priorités concurrentes à l'agenda international, et que globalement, on va s'occuper du climat quand on n'a pas de problème géopolitique ou quand on n'a pas de problème économique. Nous enregistrons cet entretien à la fin du mois de janvier 2026. Quelles ont été les grandes tensions géopolitiques
depuis le début de l'année, c'est essentiellement des tensions autour de ressources naturelles. Même s'ils ne sont pas exploitables immédiatement, pétrole au Venezuela, terres rares au Groenland, on a évoqué les passages maritimes, on voit bien qu'il y a cette idée dans le chef du président Trump de sécuriser ces ressources. Et j'ai l'impression que ces tensions géopolitiques remettent l'énergie, en particulier, à l'avant-plan des tensions géopolitiques. Et donc, d'une certaine manière, nous réalisons en Europe que notre dépendance aux énergies fossiles est aussi un terrible talon d'Achille géopolitique qui nous met dans une position un peu de vassaux, soit de la Russie quand nous importons du gaz russe, soit des États-Unis quand nous importons du pétrole ou du gaz naturel liquéfié américain. Et qu'en réalité, la question de la transition énergétique pour l'Europe, ce n'est pas seulement une question de protection du climat, c'est aussi une question de souveraineté et d'autonomie stratégique. Mmh. Ronan Dantec, même question. Est-ce qu'il y a une place pour le climat? Est-ce que c'est un luxe dont on s'occupe après s'être occupé des crises géopolitiques ou est-ce que c'est quelque chose de plus central? Je pense que ça n'est plus central. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que la crise climatique était la crise centrale. Je pense qu'on a eu, avec François, on l'a eu dans le biberon pendant au moins une vingtaine d'années. Je me rappelle, par exemple, avec Tindmans, il y a déjà 15 ans, qui disait, face à la crise climatique, le reste, c'est peanuts. Je me rappelle de cet échange que j'avais eu avec lui. En fait, non. Et on a redécouvert ces dernières années que les impérialismes, les ultra-religieux, restaient des menaces en dehors de la crise climatique. On peut toujours trouver des liens entre l'ensemble des crises, et je suis d'accord évidemment avec François sur l'enjeu des crises énergétiques, on va y revenir, mais malgré tout, une partie des tensions de ces dernières années ne sont pas liées au climat. Ce n'est pas pour des raisons climatiques que Poutine envahit l'Ukraine. Il est dans sa logique impérialiste, somme toute assez ancienne et classique. Et évidemment, ce qui se passe à Gaza ou ce qui se passe en Iran, c'est pas d'abord la crise climatique, même si en Iran, il y a des sécheresses qui déstabilisent aussi la société. Donc, on est obligé de réinventer notre parole sur le climat. C'est-à-dire comment on met nos solutions pour stabiliser la planète, qui reste un enjeu majeur, dans ce monde bouleversé. Et je pense que c'est un vrai défi pour la communauté des acteurs du climat, dont nous faisons tous les deux partie, qui est d'être en capacité aujourd'hui à sortir d'un discours un peu convenu, un peu d'une bulle. Il y a un peu une bulle des acteurs climatiques qui ne parlent que de climat entre eux du matin au soir et qui ont beaucoup de mal à intégrer ce monde complexe où il y a d'autres forces, d'autres tensions à l'œuvre. Néanmoins, et là je suis tout à fait dans le sens de François, il faut quand même qu'on soit en capacité de remettre cette crise climatique dans l'ensemble des tensions et des crises du moment. Et c'est certain que cette question de l'autonomie énergétique de l'Europe, par exemple, c'est une réponse tant à la crise climatique qu'à Trump et à Poutine. Donc on a quand même des agendas qui convergent entre le climat et les autres crises, mais on a aussi, y compris de la part de l'Union européenne, c'est aussi l'actualité, des signaux qui montrent que le climat est quand même passé à l'arrière-plan des préoccupations. Quand von der Leyen va en Inde signer un accord de libre-échange sans tenir compte du fait que l'Inde n'a pas déposé lors de la dernière COP sa propre contribution nationale déterminée sur ses efforts climatiques, on voit bien que l'Europe ne fait plus du climat sa priorité comme c'était le cas il y a 5-10 ans. Mais pour enchérir sur ce que dit Ronan, je crois que pendant très longtemps, on a fait du climat pour le climat. Et en quelque sorte, on a fait une sorte de bulle ou de silo climatique où il fallait faire la transition énergétique pour protéger le climat. On se rend compte qu'aujourd'hui, cette transition, il faut la faire non seulement pour le climat, mais aussi pour des questions de souveraineté, pour des questions de compétitivité d'entreprise, pour des questions de prix de l'électricité, pour des questions d'autonomie stratégique. Et donc l'enjeu, c'est aussi de raccrocher cette question du climat à d'autres enjeux et de faire, en quelque sorte, sortir le climat de sa bulle. Et donc, même s'il y a ces enjeux de backlash, etc., je pense qu'au fond, c'est peut-être un bien. Parce que d'une certaine manière, si on fait du climat pour le climat, eh ben, on va se dire, et c'est ça qui va, à mon avis, expliquer un peu ce backlash politique qu'on voit en ce moment, on va se dire, mais attendez, ça ne sert à rien qu'on le fasse en Europe si les États-Unis se désengagent, si la Chine fait ceci, si l'Inde fait cela, ne remet pas sa contribution avant la COP, etc. Et donc, on va avoir le sentiment en Europe d'être, sinon plus catholique que le pape, au moins d'être les dindons de la farce dans cette histoire. Or, en réalité, si on fait la transition pour des questions de souveraineté ou de compétitivité, là, nous y trouvons un intérêt
immédiat. Si vous le faites uniquement pour le climat, il faut que tout le monde agisse dans le même sens. Et si vous avez des passagers clandestins, ça devient compliqué. Si vous le faites dans votre propre intérêt, à ce moment-là, vous avez beaucoup d'autres raisons de la faire qui vous apportent Mhm. un retour sur investissement beaucoup plus immédiat. Alors, il y a un pays qui a évidemment bien tiré son épingle du jeu là-dedans, c'est la Chine. Et je voudrais vous interroger tous les deux sur la Chine, parce qu'on a cette vision d'un monde où les États-Unis tournent le dos aux renouvelables. En tout cas, alors évidemment, c'est Trump à l'échelle de 20 ans. Peut-être que ce ne sera qu'un moment de pause ou de recul. Il n'empêche, on a l'impression que de plus en plus, les États-Unis, qui sont maintenant de loin le premier producteur de pétrole, sont devenus vraiment un pétrostate, alors même que la Chine Oui. se tourne vers l'électrique le plus vite possible, le plus vite qu'elle peut, même si elle produit encore beaucoup de charbon et disons, émet encore beaucoup de CO2. Il n'empêche, la direction est très très claire. Et donc, on a deux trajectoires très très différentes. Évidemment, pour l'Europe, nos aspirations vont plutôt, de facto, du côté de la Chine, c'est-à-dire du côté des renouvelables. Mais est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu, puisqu'il s'agit non pas de faire l'art pour l'art ou le climat pour le climat, mais aussi de mettre le pied dans les énergies vertes, enfin, dans l'économie verte et d'arriver à produire. Mais on a tout d'un coup ce géant là qui produit des panneaux solaires, ça c'était il y a 10-15 ans, et maintenant des éoliennes et des voitures électriques, c'est-à-dire l'économie de Et des demain, batteries. et des batteries, et qui semble nous l'avoir un peu volé. Comment est-ce qu'on peut se situer par rapport à ce partenaire qui semble indiquer la bonne voie, mais qui est notre concurrent? Comment est-ce que l'Europe peut tirer son épingle du jeu? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bah, déjà, elle doit être l'Europe. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là sur la transition chinoise, on pouvait la raconter il y a 10 ans. Enfin, c'est quand même une volonté chinoise d'un pays planifié et planificateur de sortir des fossiles. Il ne faut jamais perdre de vue deux choses concernant la Chine. C'est que ils ont peu d'énergie fossile, à part le charbon, qui leur pose d'autres problèmes, notamment de pollution atmosphérique. Et c'est un pays assez fragile face au réchauffement climatique. Ce qui n'est pas le cas, je pense qu'on ne le dit pas assez, de la Russie, par exemple. La Russie, bon, même s'il y a un peu plus d'incendies en Sibérie, qu'on va perdre des infrastructures, à partir du moment où on va perdre le permafrost, à échéance d'1-2 générations, c'est quand même des territoires qui s'ouvrent à l'agriculture, au peuplement. Et donc, la Russie n'a pas de grand intérêt à stabiliser le climat. C'est aussi le cas en partie des États-Unis. Le nord des États-Unis, s'il fait un peu plus chaud, c'est pas très grave. Le Groenland, on en a parlé, c'est pas encore les États-Unis, et on espère que ça ne le deviendra pas, mais la Sibérie, enfin, l'Alaska, enfin. Donc, ce sont des pays qui sont des pays de l'hémisphère nord, qui n'ont pas la même vision du climat que la Chine. La Chine est un pays qui est un pays marchand, qui n'aime donc pas l'instabilité du monde, et qui a vu une vraie menace sur le changement climatique. Ce qui fait que la Chine s'est toujours rapprochée de l'Europe sur ce point, mais sans jamais perdre de vue ses intérêts. Après, le problème, c'est que l'Europe, mais c'est pas lié au climat, c'est que l'Europe n'a pas réussi à définir sa propre stratégie industrielle face à cette mutation. Et de manière, quand on prend un peu de recul, où on se dit, bah, quand même, c'était pas si compliqué d'envisager une vraie stratégie industrielle alors qu'on était leader sur l'automobile, même sur le photovoltaïque à un moment, on est leader. Et on laisse partir tout ça, mais c'est un débat qui dépasse évidemment la question climatique. Ce qui est probablement devant nous, c'est est-ce que l'Europe continue d'assumer sa transition, qui est un peu la question redoutable qu'on voit arriver si on arrête la législation européenne sur la sortie du véhicule thermique. Évidemment, on n'a pas une industrie qui va suivre et qui va assurer sa transition. Si on reste arc-bouté sur le nucléaire en France, évidemment, on ne s'intéresse pas aux énergies renouvelables, alors qu'à l'échelle mondiale, ce qui existe, c'est le renouvelable et pas le nucléaire. Donc, en fait, quand on fait, comme toujours, l'addition des égoïsmes européens, l'automobile allemande, le nucléaire français, et on pourrait trouver d'autres exemples, le charbon polonais, finalement, on n'arrive pas à avoir cette planification qui fait la force des Chinois. Et je pense que ce qui se passe dans ce monde déstabilisé, avec la menace de Poutine d'un côté, la menace de Trump de l'autre, c'est peut-être, et là aussi, c'est peut-être une chance du moment. Est-ce qu'on a une Europe qui est en capacité à dépasser cette compilation d'égoïsmes nationaux qui la fondent depuis l'origine, pour aller vers un vrai système planificateur où les objectifs sont clairement donnés? C'est pas gagné encore. C'est pas gagné. François ? Sur la Chine, je dirais il y a deux éléments qui me paraissent marquants. Le premier, c'est que
La Chine, Ronan l'a dit, c'est un pays qui est très vulnérable aux impacts du changement climatique, mais qui représente aussi un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire que la Chine est peut-être le seul pays du monde à avoir la capacité, par sa politique climatique nationale, d'influencer le climat mondial. Ici en France, tout ce qu'on fait pour décarboner l'économie française, bien sûr, il faut le faire, mais on sait que ça n'a pas vraiment d'impact sur le climat mondial. À l'échelle de la Chine, ce n'est pas vrai. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que, effectivement, d'un point de vue énergétique, la Chine et les États-Unis se tournent aujourd'hui dans des directions opposées. La Chine regarde vers le 21e et le 22e siècle, les États-Unis regardent vers le 19e siècle en relançant y compris l'industrie du charbon. C'est le projet du Make America Great Again, de faire revivre le passé, y compris le mix énergétique du passé, aux États-Unis et de se réfugier quelque part dans le passé, faute de parvenir à se projeter positivement sur l'avenir. Si la Chine investit tellement dans les énergies renouvelables, il faut rappeler ce niveau d'investissement. Aujourd'hui, 2 tiers des investissements mondiaux dans les énergies bas carbone sont en Chine. Ça veut dire que la Chine investit 2 fois plus que l'ensemble des autres pays du monde réunis dans les énergies bas carbone. Si la Chine investit autant, ce n'est pas parce que le Parti communiste chinois est devenu écolo la nuit dernière. C'est clairement parce que la Chine a bien compris que le 21e siècle serait le siècle de l'électricité et qu'elle a l'intention de devenir la superpuissance de l'électricité. Et donc l'Europe se trouve un peu à la croisée des chemins, j'ai presque envie de dire comme un lièvre pris dans les phares d'une voiture à un carrefour, coincé entre 2 révolutions, une révolution technologique qui est aujourd'hui portée par les États-Unis et une révolution énergétique qui me semble au moins aussi importante que cette révolution technologique qui est portée par la Chine. Il faut réaliser que d'ici 2033, selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie, c'est demain, d'ici 2033, la première source d'électricité dans le monde, ça sera l'énergie solaire. Qui aurait cru ça il y a encore 5 ans lorsque l'énergie solaire était relativement marginale dans le mix électrique mondial? Et donc on a une transformation complète de l'énergie dans le monde, et sachant que l'énergie est à la fois un élément essentiel de géopolitique et la colonne vertébrale de l'économie, on comprend très bien pourquoi la Chine fait ses investissements aujourd'hui. La grande question de l'Europe, c'est de comment avoir une vraie stratégie industrielle aujourd'hui, et se pose évidemment les questions de la souveraineté numérique face aux États-Unis et la question de la souveraineté énergétique face aux puissances fossiles et face à la Chine. Alors, il y a un autre élément pour l'Europe, c'est évidemment qu'elle se demande si elle doit conserver, maintenir en place ses ambitions. On a parlé de celles sur les véhicules électriques. J'ajouterai la réglementation CSRD, CS3D. Et on est dans un moment que certains ont qualifié de backlash, donc de recul de nos engagements. Alors, on a vu un backlash très violent aux États-Unis où on va jusqu'à bannir les mots de vocabulaire qui servent à parler d'ESG, où c'est devenu des gros mots. Je remarque d'ailleurs que à la dernière édition de Davos, Larry Fink, le patron de BlackRock, devenu co-chair de Davos, Oui. et qui, il y a encore 3 ans, nous envoyait des newsletters annuelles très belles sur l'environnement et le climat, a complètement viré sa cutie et a notamment retiré de Davos tout ce qui pouvait contrarier la venue de Trump. Moyennant Oui. quoi, Trump est venu et ça a été un grand succès pour Davos. Donc peut-être a-t-il eu raison. Il n'empêche qu'il a retourné sa veste sur cette question-là. Et donc là, le backlash est très clairement visible. Qu'en est-il en Europe? Qu'en est-il maintenant? Et notamment pour les entreprises qui se sont engagées sur cette voie, quel est votre sentiment sur le moment que nous vivons de début 2026? Où est-on? Au même endroit, à peu de choses près. Je pense on peut analyser assez facilement ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment la défaite sévère de Kamala Harris, incapable de répondre aux demandes des petites classes moyennes américaines sur l'inflation, sur la perte de pouvoir d'achat, et qu'on n'est pas très loin en Europe. C'est-à-dire qu'on a mené, et là, je crois qu'il faut qu'on fasse tous notre autocritique, une transition assez ambitieuse au moment du Green Deal, du fait d'ailleurs aussi, parce qu'on fait de la politique, du score des écologistes aux européennes précédentes, qui mettaient la pression sur l'Europe et le Parlement européen. Et qu'on n'a pas vu à quel point on n'entraînait pas dans cette affaire ces petites classes moyennes, ces classes populaires, la France des pavillons, qui, elles, se retrouvent avec des injonctions de changer notamment son système énergétique, que ce soit la voiture électrique ou la pompe à chaleur, La chaudière, ouais. mais sans absolument les capacités financières de le faire. Et ça nourrit une aigreur qui est une aigreur plus large, liée
au sentiment de déclassement de ces petites classes moyennes ou classes populaires, et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas mis sur la table une réponse politique qui correspond à ce moment-là. Or, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Donc, si on ne répond pas à ça, si on ne répond pas donc d'abord socialement, on va perdre sur la transition. Or, je crois qu'on s'était d'abord mobilisé sur un narratif de transition en agitant le risque climatique qui est bien réel. Hein. Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause la gravité du risque climatique, mais qu'on n'a pas été capable de le lier à un gain de vie quotidienne et de pouvoir d'achat pour ces petites classes moyennes, et on les a perdus. Et on les a perdus. Et la question politique de leur reconquête se pose en France, se pose en Allemagne, se pose en Angleterre. Et si on ne veut pas avoir l'évolution politique des États-Unis, il y a là une nécessité d'électrochoc, mais qui est extrêmement complexe. Parce qu'en fait, fondamentalement, ça n'est possible que si on a un autre partage des richesses, et notamment entre le tiers supérieur de la société, qui est très, très en soutien de la transition, par contre. Parce que ce tiers supérieur voit bien l'enjeu pour l'avenir de ses enfants face à une crise écologique majeure, mais ce tiers supérieur n'est pas prêt à redistribuer sa propre richesse, et encore plus les plus riches. Donc on est dans ce moment de blocage politique où on ne trouve pas obligatoirement les réponses. Je pense qu'il faut quand même regarder un pays qui est un pays extrêmement intéressant aujourd'hui, qui est l'Espagne. L'Espagne a fait le choix d'une transition énergétique vraiment extrêmement ambitieuse, avec notamment le photovoltaïque, ce que disait François, mais aussi fait le choix d'une augmentation très forte des moyens de ces classes populaires. Notamment, il y a une augmentation du SMIC en Espagne, du gouvernement Sanchez, absolument très forte. Donc, est-ce que le modèle espagnol est un modèle qui peut demain devenir un peu un modèle politique à l'échelle de l'Europe? On ne parle pas assez, je trouve, de l'Espagne, alors que les résultats sont très bons en transition écologique, et avec une gauche qui finalement se maintient au pouvoir malgré le backlash global. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses et beaucoup de leçons à prendre de l'Espagne, et je rajouterai le Portugal, le Portugal, tout à fait. en matière de transition énergétique, et des choses qu'ils ont, à l'évidence, mieux réussi que d'autres pays européens. Sur la question du backlash et la transition, je pense qu'il y a 2 erreurs majeures que nous avons commises. La première erreur majeure, c'est d'insister en permanence sur les risques associés à l'inaction. On a dit, voilà, si on ne fait rien, voilà les catastrophes qui vont s'abattre, voilà les milliards d'euros que ça va coûter à l'économie. Le problème, qui est un problème de physique du climat, c'est que vous n'avez pas de corrélation directe entre votre niveau personnel d'émissions et le niveau d'impact auquel vous allez être personnellement confronté. Même si vous êtes plus écolo que Greta Thunberg, vous allez être touché par les impacts du changement climatique comme les autres. Et ça, c'est un effet de physique du climat. Tant que nous n'aurons pas atteint la neutralité carbone au niveau mondial, ce qui, dans le meilleur des cas, arrivera vers 2050, eh bien, la situation climatique va continuer à se dégrader. Donc, il n'y a pas de gain climatique immédiat à espérer de la transition. Et donc, si vous incitez sans cesse sur les risques associés à l'inaction, vous promettez en permanence du sang, de la sueur et des larmes, sans jamais avoir de bénéfices et de victoire à laquelle vous accrochez. La deuxième erreur centrale, à mon avis, qui a été commise, c'est d'ignorer complètement les effets redistributifs des politiques de transition. C'est-à-dire que sur le papier, tout le monde veut être écolo, tout le monde voudrait évidemment qu'on protège le climat, qu'on protège la biodiversité, tout le monde voudrait qu'on réussisse la transition. Mais la question, c'est comment, et comment est-ce qu'on va répartir aujourd'hui la charge et les bénéfices de la transition. Et ça, c'est un aspect qui était complètement ignoré, où effectivement on a l'impression que la transition va bénéficier essentiellement aux classes moyennes supérieures qui continuent d'être en soutien très fort de la transition, et qu'à l'inverse, les classes populaires se sentent un peu mises de côté et ont l'impression que non seulement ça va être à elles de porter le coût de la transition, que c'est sur elles que vont s'abattre les mesures parfois un peu coercitives de la transition, et qu'en plus elles vont être culpabilisées dans leur style de vie parce qu'elles vont conduire de vieilles voitures diesel qu'elles n'auront pas les moyens de remplacer, parce qu'elles vont habiter dans des passoires énergétiques, etc. Elles n'auront plus le droit de rentrer dans les villes, etc. Et donc cette question des effets distributifs et redistributifs de la transition, elle était beaucoup trop négligée. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait si on veut surmonter ce backlash qui est essentiellement politique? Il faut rappeler, les gens restent très préoccupés par la question du climat. La question, c'est comment on fait? Pour rajouter une autre erreur, c'est d'avoir négligé la question de l'adaptation au changement climatique. Alors, je prends ma casquette de président de la Commission nationale française sur les enjeux d'adaptation. On
on a longtemps, dans le discours écolo, minimisé le débat sur l'adaptation, Ouais. avec toujours cet Ouais. argument, si on parle d'adaptation, tout le monde va croire qu'on peut y C'est arriver. qu'on a lâché la et on rampe et que... ne fera pas l'effort. Il y a un changement politique grâce à Christophe Béchu. Il faut souligner le courage qu'il a eu, parce qu'y compris, on en a beaucoup parlé avec Christophe, puisque moi, j'arrivais avec le soutien de la commission et qu'il il a pris son risque politique. Mais Donc, lui-même, rappelez, si vous pouvez rappeler, Ronan, ses fonctions. il était à l'époque ministre de l'Environnement, et on décide donc d'avoir un PNAC, un Programme national d'adaptation au changement climatique, qui n'est plus étalonné sur le plus 2 degrés, qui était la limite de l'accord de Paris, mais sur le Et qui est plus déjà 4 dépassé. degrés, Voilà, pour qui préparer est les gens. aujourd'hui la réalité, si on en croit le GIEC, des températures en France dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Finalement, c'est passé assez bien. Et derrière, c'est toute la question aujourd'hui de réapparaître comme des protecteurs. Il y a eu un cas cet été autour de la question de la climatisation. Marine Le Pen, à un moment, il fait très chaud, on est dans cette période évidemment de canicule, et elle dit qu'il faut un grand plan climatisation. Il y a quand même eu une erreur majeure en face, y compris d'Agnès Pannier-Runacher, qui a aussi porté pourtant tous ces enjeux, de dire elle se trompe. Maintenant, elle ne se trompe pas. Des gens qui ont une bouillarde thermique l'été à plus 35 au dernier étage de leur HLM, si on leur dit ne faut pas faire de clim, on sait très bien comment ils vont voter. Or, on a toujours un peu des tabous de pensée au niveau écolo, avec y compris l'influence néfaste de la collapsologie, qui part toujours sur l'idée qu'on va avoir une crise énergétique qu'on n'aura jamais, puisque de l'énergie électrique, on en a autant qu'on veut, il suffit de transformer les photons qui tombent sur Terre. Donc, on a totalement abandonné la question de la protection, ce que l'extrême droite a bien compris. Et donc, c'est quand même un changement de narratif. Et moi, je suis ravi d'une émission comme celle-ci, parce qu'on est dans le moment, je pense qu'avec François, on passe dans le même sens, où il faut aller au fond de nos impasses de narratif, aller sur nos tabous pour reproposer un chemin complet qui, évidemment, intègre toujours la stabilité du climat à terme, parce que sinon, c'est quand même extrêmement grave. Et tout ce qui nous arrive en catastrophes diverses et variées le montre. Mais c'est vraiment le moment où on se dit, on s'est quand même un peu planté et on remet tout à plat. Je fais juste un encart sur la question de la climatisation, qui est en fait un enjeu fondamental et sur lequel il y a un non-dit absolu en France. Dans le monde, vu l'élévation des températures, on prévoit qu'il y aura 5 milliards de climatiseurs à l'horizon 2050. Aujourd'hui, l'essentiel de ces systèmes de climatisation dans le monde, ce sont des systèmes de climatisation très carbonés. Ça veut dire que si on va sur cette courbe exponentielle du nombre de climatiseurs, globalement, tout ce qu'on va faire dans d'autres secteurs pour décarboner l'agriculture, l'industrie, le logement, etc., eh ben, ça va être mis complètement à zéro si on ne décarbone pas la question de la climatisation. Or, aujourd'hui, on a les moyens technologiques de faire des systèmes de climatisation décarbonés, avec des vitrages, des systèmes de circulation d'air, etc. Simplement, on ne veut pas en parler. J'ai moi-même été l'objet d'une polémique quand Saint-Gobain m'a demandé de les aider à valoriser leur système de climatisation décarboné, notamment auprès de leurs salariés. Tout le monde me tombe dessus en disant « Ah là là, traître, vendu à la cause, tu vas aller travailler avec des industriels pour faire la promotion de systèmes de climatisation décarbonés qui pour le moment coûtent encore très cher. » On ne réalise pas l'enjeu que c'est. Si on ne décarbone pas la climatisation, on est fichu. Il jette un froid. Pas mal, oui, on peut lancer les blagues sur le climat. Alors, est-ce que, simplement, disons, pour clore sur cette question du backlash, quelle est votre estimation de tout ce qui a été fait au cours des 10 dernières années, avec notamment les règlements européens ou la loi Pacte? Est-ce que ça a été un peu détricoté, beaucoup détricoté? Est-ce que vous avez le sentiment que les Européens sont malgré tout toujours partants, peut-être en explorant des nouvelles voies que vous avez tracées, Ronan Dantec, pour faire en sorte qu'elles soient compatibles avec une élévation des niveaux de vie et non pas une restriction à tous les niveaux, ou alors est-ce que au contraire on est en train de jeter tout ça aux orties définitivement? Non, pas encore. Notamment, il y a un système qui n'est pas passé par-dessus bord, qui est le système de l'ETS, l'Emission Trade System, qui est quand même le socle de la politique européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui a globalement marché. Donc, voilà, vous émettez du CO2,
vous payez. Maintenant, mais pas au début. Au début, il y a eu de Oui, au séries début, ratées, quand même. il y a eu des ratés. Mais aujourd'hui, ça marche. Et c'est une très, très grosse recette pour les États européens, ce qui fait qu'ils hésitent quand même à remettre en cause le système. Mais derrière l'ETS, il y a la question, et là, on l'a très bien vu à la COP, la dernière COP au Brésil, cette question d'un tonnage carbone aux frontières qui est quand même très, très contesté par tous les autres pays du monde, et là, notamment la Chine, qui perd jamais Oui. de vue, bien sûr, ses intérêts. Donc, le système ETS va normalement avec une protection aux frontières. Pour C'est-à-dire pas- on n'importe pas Voilà, de biens produits avec finalement les tonnes de CO2 qu'on a Pas si économisées nous. on peut les apporter, mais on Mais paye. on paye. voilà, Mais c'est on ça. paye aussi. On égalise les Donc, prix à l'intérieur et à l'extérieur. et c'était quand même très frappant l'offensive contre ce système lors de la dernière COP au Brésil, ce qui est un peu une alerte. Mais pour l'instant, ce système-là tient en Europe. Ce qui tient quand même en Europe, c'est globalement l'électrification avec un renouvelable de moins en moins cher et une relance potentielle du nucléaire français, mais c'est assez secondaire à l'échelle de la masse de la production de mégawattheures européens. Donc on a quand même des choses qui tiennent. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est effectivement qu'on détricote tout sur la voiture électrique, parce que là, à partir de là, on ne tiendra évidemment pas les objectifs, et on a un problème, mais qui va aussi se poser de plus en plus en termes d'adaptation, qui est l'état de l'agriculture européenne, et en premier lieu de l'agriculture française, et de l'effondrement, là j'en parle comme sénateur, de l'effondrement de la capacité de dialogue avec les organisations agricoles, qui elles sont un peu revenues aussi sur quelque chose qui est la nostalgie d'un modèle qui ne peut plus fonctionner, y compris ne serait-ce que pour des raisons climatiques. Donc on a quand même une société en tension qui a du mal à dialoguer, mais on a pour l'instant encore préservé l'essentiel de l'architecture du Green Deal. Mais tout le boulot des prochaines années, des prochains mois, ça sera de le garder, mais aussi peut-être, c'est un peu l'introduction de l'émission, le mettre au service d'un système économique européen plus autonome et plus résilient par rapport au reste du monde. Et c'est ce qu'on disait en introduction. Il faut qu'on présente tout ça comme un bonus pour l'économie et la prospérité européenne, et certainement pas uniquement comme une contrainte. Parce que pour le François, moment, sur le backlash notamment, votre il y a évaluation. au niveau à la fois européen et français, il y a des signaux politiques qui sont catastrophiques, qui sont globalement des signaux d'hésitation, d'atermoiement, de revirement. Et le problème, bien entendu, c'est que si vous voulez embarquer les gens, et quand je dis les gens, c'est pas uniquement monsieur et madame tout le monde, c'est aussi les industriels, c'est aussi les investisseurs, vous avez besoin de donner des signaux clairs qui embarquent tout le monde et qui emportent la décision d'investissement. On va investir dans ce projet économique parce qu'on y croit et parce qu'on a une vision claire à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans sur le prix du carbone, sur le cadre réglementaire, sur le cadre fiscal. Or, jusqu'ici, on a l'impression que le système est en danger, qu'on parvient à tenir vaille que vaille certains grands éléments du système qui tiennent, mais le signal politique qui est envoyé est assez catastrophique. Et je pense que c'est ça aussi qui aujourd'hui freine un peu la transition, parce que si vous n'avez pas de vision claire sur le futur, ben vous allez créer de l'immobilisme. Ce souffle qu'il y avait du Green Deal en 2019, quand on voyait un projet économique clair, qui était davantage qu'un projet économique d'ailleurs, c'était aussi un projet de renouveau politique pour l'Union européenne. Aujourd'hui, on sent bien qu'on a du mal à le trouver, et il y a encore beaucoup de points aveugles sur l'agriculture, sur la question d'une vraie stratégie industrielle européenne, sur la question de l'intégration des 27 marchés européens. Là encore, il y a encore beaucoup de points aveugles. Et peut-être pour ajouter un autre point important qu'on n'a pas encore abordé, c'est la question de l'Afrique, qui doit être une stratégie européenne. C'est-à-dire que si on veut réguler le monde, on n'a pas encore parlé de l'état de l'ONU, mais tout le monde voit bien que le système aujourd'hui est totalement bloqué. Je ne dis pas qu'il est perdu, il peut se débloquer. Je ne pense pas qu'on va réinventer un autre système de gouvernance mondiale. Il faudra rafistoler celui-là. Mais aujourd'hui, quand on parle, y compris de la stratégie industrielle européenne et de l'avenir des sociétés européennes, on sait très bien que vu notre démographie, il va falloir de nouveau une immigration de travail, sinon personne ne paiera les retraites. Donc, ce que disent même les Italiens... Autre point aveugle du débat. Autre point aveugle sur la migration du travail. Les Italiens, et c'est pourtant Meloni qui est au pouvoir. Mais par exemple, les Espagnols, je prends souvent l'exemple de l'Espagne, le gouvernement de Sanchez vient quand même de régulariser 500 000 travailleurs. Et cette question de l'immigration et cette question du lien avec l'Afrique, elle est au cœur de la question climatique. Est-ce que, y compris une partie de nos recettes ETS, ça c'est des débats qu'on a aujourd'hui,
finalement, on les investit en Afrique en échange de résultats réels, parce qu'on sait là aussi qu'il y a eu un certain nombre de fuites de carbone et de scandales, mais ça, malgré tout, on a besoin d'aider l'Afrique à maintenir les puits de carbone. Est-ce que on crée finalement un espace Europe-Afrique de régulation du monde? Ça, c'est une vraie question qui est sur la table. Les signaux sont mauvais, et notamment les signaux français. Je ne comprends pas qu'on ait baissé, et c'est un sujet pour vous, l'aide publique au développement à ce niveau-là, dans un contexte où, au contraire, il fallait renforcer nos liens avec l'Afrique. On a aussi, là aussi, un autre backlash qui est une aigreur. Nous, on organisait beaucoup de sommets en Afrique avec les médecins. On voit bien quand même qu'on a là des populations qui souffrent du réchauffement climatique, qui savent très bien qui a été responsable du réchauffement et qui ne voient pas arriver les soutiens pour les accompagner. Or, je reprends le mot d'un des vice-présidents de Climate Change, qui est Luc Nyakadja, l'ancien ministre de l'Environnement du Bénin. Je pense qu'on a besoin de ce pacte de mutualité avec l'Afrique dans notre stratégie climatique et plus globalement de développement. Et là aussi, c'est un autre, je pense, un autre angle mort aujourd'hui de la réflexion qu'on a à mener. J'aimerais bien qu'on en vienne à ce qu'il est possible encore de faire en termes de négociation, mais d'abord une petite question. Est-ce que l'un des changements actuels ne consiste pas à mettre moins l'accent sur le climat au sens du réchauffement climatique et un peu davantage sur la biodiversité dont on estime qu'elle a peut-être été sous-estimée dans sa gravité, que parce qu'elle est moins facilement mesurable, elle est aussi un peu plus invisible peut-être. Est-ce que ça vous semble justifié ou est-ce qu'au contraire vous resteriez sur un cap climate first, pour dire les choses comme ça? Personnellement, en tant que naturaliste, je resterai sur le climat. Ok. C'est-à-dire, la biodiversité, c'est assez compliqué. Il y a une crise de la biodiversité, mais ce n'est pas une crise aussi homogène. Le climat, c'est assez simple. Ça se réchauffe, ça démolit l'agriculture traditionnelle, il fait trop chaud dans les villes, ça fait des tempêtes et des sécheresses. La biodiversité, c'est plus compliqué. Si on n'avait plus un seul éléphant, est-ce qu'on vivrait différemment? Alors, on perdrait des touristes au Botswana, on perdrait culturellement, mais ça ne changerait pas fondamentalement le monde. À l'inverse, si on n'a plus de pollinisateurs, là, on a vraiment un souci majeur. Donc, je pense que la question de la biodiversité est plus difficile à raconter comme crise socle. Alors que le climat, parce que en plus le climat, il y a toutes les crises de l'énergie, je suis plus mesuré, ce qui ne m'empêche pas de me battre pour préserver les tourbières et les derniers courlis cendrés du centre Finistère. Mais donc, Et du Marais Poitevin. ce qui est mon histoire. Donc, je ne suis Ouais. pas du tout en train de dire qu'il faut Et de la pas Grande s'occuper Brière. de biodiversité. Tout à fait, où on a eu quand même une crise terrible oui. de botulisme cet été, notamment liée au changement climatique et à une mauvaise gestion des niveaux d'eau. Mais on ne va pas parler de la Brière aujourd'hui. Donc, moi, je resterai quand même d'abord sur le climat, mais comme toujours, comme tout est lié, je pense par exemple que mettre plus en évidence ce qu'on fait dans les sommets Climate Change Europe, toutes ces questions de solutions fondées sur la nature, pour lutter contre les inondations, pour refroidir les villes, c'est aussi des leviers de reconquête de biodiversité. Et donc, il faut vraiment le voir, lier les crises, bien sûr, mais le voir aussi, finalement, les réponses au climat comme un levier pour regagner en biodiversité. Ouais. François, sur la biodiversité? Je dirais que la question climatique a un côté véritablement matriciel, où c'est une sorte de problème global qui va tout englober, qui a une très forte dimension d'inertie aussi, donc une très forte dimension intergénérationnelle. Et effectivement, l'effondrement de la biodiversité se présente, qui est évidemment aussi global, mais se présente aussi sous des dimensions beaucoup plus locales, avec des dimensions qui sont parfois beaucoup plus réversibles que pour le climat, et tant mieux pour la biodiversité. Et donc, j'aurais tendance à considérer aussi que la question du climat reste la question matricielle. Cela étant dit, il faut prendre garde à certains effets de bord où parfois, effectivement, certains projets de transition peuvent avoir des effets très dommageables pour la biodiversité, des questions d'extraction par exemple, ou les barrages, qui est l'exemple type. Mais je ne fais pas partie de ces gens qui diraient « Attention, le climat éteint la question de la biodiversité, vous êtes dans une sorte de tunnel carbone et vous ne voyez que le tunnel carbone ». Je connais peu de gens en réalité qui se préoccupent du climat sans se préoccuper du tout de la biodiversité. Il y a en réalité énormément de politiques favorables au climat qui sont aussi favorables
à la biodiversité, mais il y a une grande difficulté sur la question de la biodiversité, c'est qu'elle est moins facilement mesurable, et donc ça veut dire moins facilement quantifiable, et donc aussi moins facilement monétisable. Et donc ça veut dire que toute une série d'instruments économiques, de taxes, de marchés, etc., vous pouvez les développer beaucoup plus facilement pour le climat, parce que vous avez une unité assez facile, la tonne de carbone. Pour la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Même si ça, on y travaille. Notamment, cette question d'avoir une tonne carbone qui soit pondérée par le gain biodiversité, c'est sur la table. Mais c'est plus intéressant, par exemple, que de dire il y aura des certificats biodiversité demain, dont on se demande bien où sont les recettes qui sont en face. Et pour aller dans ce sens des enjeux de biodiversité liés au climat, il est évident, et ça fait écho à ce que je disais précédemment, qu'on devrait aujourd'hui être dans une situation où on a organisé les flux financiers de préservation des stocks carbone de la forêt du bassin du Congo, ce qui n'est toujours pas le cas. On est toujours sur des systèmes type REDD+, où finalement, on intervient sur des systèmes dégradés. C'est une prime aux mauvais élèves. Vous avez tout coupé, on va vous donner de l'argent pour replanter. Vous avez tout gardé, vous n'aurez rien. Ce qui a donné ce sommet absolument raté, le One Forest Summit organisé par la France au Gabon, à Libreville, j'y étais, où Lee White, le ministre de l'Environnement gabonais de l'époque, arrive avec tout ce qu'il a réussi à préserver comme carbone et comme éléphant, et personne ne lui achète ses tonnes de carbone. Je ne dis pas que ça a déstabilisé le Gabon au point d'avoir facilité le coup d'État qui a suivi, qui n'a pas vraiment changé d'ailleurs le système politique gabonais, mais on voit bien qu'on n'a pas été au bout de se dire comment finalement on organise les flux financiers internationaux qui permettent de garder les grands bassins de stockage de carbone, et derrière de renforcer cette mutualité, ce lien entre finalement tous les pays qui sont prêts à faire des efforts ensemble. Et là, je pense même qu'aujourd'hui en France, la baisse de l'aide publique au développement attaque aujourd'hui les engagements internationaux de la France, pris y compris sur la scène climatique. C'est pas juste les projets de développement de l'AFD, et encore déjà ça c'est énorme. La France ne sera pas capable, avec le budget qu'on a voté, de tenir la totalité de ses engagements internationaux sur le champ du climat et de la biodiversité. Ce qui va aller encore plus dans le sens de la déstabilisation et de la perte de confiance, au moment où, au contraire, il faudrait justement renforcer les liens. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet pour vous. Encore une fois, on va terminer sur la question des solutions et de la gouvernance du climat. Mais avant d'en venir là, encore une question peut-être à vous, François. On sait bien qu'il y a un lien entre le changement climatique et les conflits. On s'intéresse généralement moins au lien inverse, c'est-à-dire la façon dont les conflits génèrent du CO2, la façon dont les armées elles-mêmes sont des grandes émettrices de CO2 qui souvent échappent aux mesures. Beaucoup d'armées, par ailleurs, dans des pays comme l'Égypte ou le Pakistan, ont une mainmise sur l'économie qui fait qu'elles ont une très grande importance. Donc, est-ce qu'on sait mesurer l'impact climatique des conflits armés? Oui, on peut le faire. Alors, il faut d'abord rappeler que quel que soit le pays, l'activité qui a quand même le plus lourd impact en termes de carbone, ça reste les activités militaires. Un exemple que je donne toujours, c'est qu'on aime bien effectivement gloser et s'enflammer sur l'empreinte carbone des jets privés. Je peux vous dire que l'empreinte carbone d'un jet privé, c'est pas grand-chose à côté de l'empreinte carbone d'un avion de chasse, par exemple. Et donc, on peut mesurer effectivement l'empreinte carbone des conflits, à la fois dans les armements et le matériel utilisé, et puis aussi évidemment le coût carbone de la reconstruction post-conflit. La grande difficulté, c'est que ça paraît un peu indécent, effectivement, de mesurer cette empreinte carbone quand on a des conflits qui continuent aujourd'hui à faire des victimes civiles par centaines et par milliers. Et puis, au-delà de l'empreinte carbone du conflit lui-même, et donc c'est possible de le mesurer, je ne suis pas sûr que ce soit une information qui soit décente à communiquer dans le débat public, dans l'état actuel du moment. CO2 voilà. émis Ça reste quand même assez secondaire par rapport aux victimes civiles. Et puis, il y a aussi, et je crois que c'est un élément tout à fait important, la fragmentation du monde que ces conflits entraînent. Et moins nous allons avoir de coopération et de capacité de gouvernance internationale de faire des choses ensemble, plus ça va être compliqué pour le climat, comme pour la biodiversité, comme pour plein d'enjeux globaux. Comme pour la gouvernance globale, c'est-à-dire la géopolitique est le premier défi à la gouvernance globale. Ronan.
Oui, sur ce sujet. je crois qu'effectivement, c'est assez secondaire. Mm. Qu'à la limite, en temps de paix, on regarde les émissions de CO2 Et il y a d'une beaucoup de armée choses qui à faire s'entraîne. pour Il y réduire a l'empreinte certainement carbone des, des armées. des gains, mais effectivement, ça serait assez indécent. Et puis en plus, si on rajoute les conséquences, par exemple, s'il y a moins de développement économique parce qu'il y a Ouais. une guerre, Ouais. on diminue les émissions de Oui, CO2, oui, de l'activité économique. Donc ça, je pense que ça ne veut rien dire et c'est effectivement un débat dans lequel il ne faut pas s'engager. Non, la question, c'est est-ce que dans un monde en guerre, on peut encore avoir une action Climatique, ouais, climat? bien sûr. C'est vraiment ce qui est sur la table. Les grands moments d'accord, Kyoto ou Paris, c'est dans un monde en paix. Ouais. Et on voit bien, en fait, entre les résultats des COP et l'état du monde, on peut facilement faire le lien entre le niveau de tension. Par contre, il y a peut-être un point plus important et plus compliqué, qui est que, et là aussi on s'est un peu trompé, c'est-à-dire on s'est dit la gravité du réchauffement va déstabiliser l'ensemble des sociétés planétaires, notamment par l'agriculture et les migrations. Mais la planète, l'humanité, pour mieux dire, n'a pas besoin de ça pour se taper sur la gueule, quoi. C'est-à-dire les impérialismes, les ultra-religieux, il y a tout ce qu'il faut, même sans le climat. Le climat, c'est quand même un narratif humaniste. Et c'est peut-être ça qu'il faut remettre sur la table. C'est-à-dire de dire à tous ceux qui se replient sur un espace national, voire ultranational, à tous ceux qui pensent que le Dieu, il y en a plein de disponibles, à la solution, de dire à tous ces gens, bon, réfléchissez un peu, si on veut vivre dans un monde stabilisé et sans trop de catastrophes, il faut plutôt qu'on s'entende. Et alors là, je fais un peu dans l'utopie, mais par moment, on a quand même besoin de remettre un peu d'utopie dans cette affaire. Je pense que la bataille culturelle sur ce que dit finalement l'action climatique internationale comme une forme un peu d'humanisme calculateur, c'est-à-dire tu m'aides, je t'aide, et à l'inverse, tu m'aides pas, je t'aide pas, et on finit par se foutre sur la gueule. Donc je pense que cette vision culturelle qui est derrière finalement ces grandes messes que sont les COP et cette mobilisation internationale quand même assez extraordinaire, il faut leur remettre dans le pot commun du débat culturel face à l'exacerbation des nationalismes, des impérialismes, des extrémismes religieux. C'est un peu peut-être là qu'on peut tirer un fil plus culturel et on manque peut-être un peu d'intellectuel pour le mettre sur la table. Et c'est quelque chose qui touche les gens en plus. Je me souviens d'une réflexion qui m'a beaucoup marqué en conférence il y a 2 ou 3 ans. Je fais une conférence publique et donc j'explique dans la conférence tout ce qu'on peut faire pour décarboner l'économie, agriculture, mobilité, industrie, etc. Et puis j'ai un monsieur énervé au fond de la salle qui me dit, enfin, avec votre conférence, vous nous expliquez tout ce qu'on peut faire pour décarboner l'économie. Ok, mais vous, là, au GIEC, pourquoi est-ce que vous n'allez pas à Moscou dire à M. Poutine d'arrêter cette guerre ? Et il dit, tout ce qu'on peut faire, nous, tant que Poutine continuera à envoyer des bombes sur l'Ukraine, va être réduit à néant. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas tous à Moscou demander à Poutine d'arrêter la guerre ? Tu prends un voyage aller, pour le retour, on rediscutera. Alors, j'en viens enfin donc à la question des solutions et notamment de la gouvernance du climat. Ronan, vous disiez les périodes de tension ou de trouble ne sont pas très propices aux grandes négociations, et je crois que c'est sûr, mais où en est-on ? Quel bilan faites-vous de la COP, de la dernière COP à Belém, et plus généralement du système des COP ? C'est-à-dire, est-ce que c'est encore la meilleure façon de progresser ? Est-ce que c'est là que sont les gisements de diminution des émissions et de progrès sur l'adaptation notamment est-ce qu'il faut maintenir ce système-là ? Est-ce que c'est la bonne gouvernance mondiale, ou est-ce qu'il faut se diriger vers autre chose ? Pour paraphraser Churchill, c'est le plus mauvais système à l'exception de tous les autres. C'est ça. D'accord. Donc c'est un système qui est très très imparfait, qui a beaucoup de faiblesses, beaucoup de défauts à corriger. Mais malgré tout, le climat étant un problème global et de long terme, on a besoin d'organes de gouvernance qui soient à la fois mondiaux et sur du long terme. Et je crois que ce qui est très important, c'est de bien considérer que les COP, c'est un processus itératif et qu'aucune COP n'a le pouvoir, la capacité de régler le problème du changement climatique. Or, je crois qu'à chaque COP, c'est un peu ce qu'on attend, c'est un peu l'état du débat public. On attend que la COP délivre un progrès qui permettra véritablement de résoudre le problème. C'est un processus très itératif. Il y a plein de choses à faire
pour améliorer ce processus, notamment, je pense, se débarrasser de la règle du consensus, qui veut qu'on avance, que si la totalité des pays sont d'accord, je pense qu'il faut permettre des avancées sur des rythmes différents. Il y a plein de choses à corriger, mais nous allons continuer à avoir besoin d'un organe de gouvernance au niveau mondial. Oui, Ronan, on en a fait tellement qu'on a du mal à critiquer un endroit où on a passé presque une partie de notre vie au bout d'un moment, si on compte en plus les précoms. Mais moi, il me semble quand même que, évidemment, il faut maintenir les COP. C'est même un peu miraculeux que dans un monde en guerre, finalement, l'Ukraine, les Russes, les Palestiniens, les Israéliens, tout le monde est là, quand même, à la COP. Donc ça reste un des espaces, même les Américains sont dans les couloirs encore. Ouais. Et ça, c'est important. Je ouais. t'interromps un instant. Je pense qu'on ne réalise pas suffisamment ce que ça représente dans un monde aussi fragmenté. À quel autre moment est-ce que vous allez voir des Indiens aborigènes en tenue traditionnelle, des rois du pétrole, des Européens en costume cravate, des populations africaines, parfois en tenue traditionnelle, qui vont être rassemblées en un même endroit pour discuter d'un sujet qui les concerne tous? Il n'y en a plus tellement, à part peut-être les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Mais même l'Assemblée générale des Nations Unies n'est plus ça. Oui. Donc il faut maintenir, y compris symboliquement, ce moment. Et ce qui est vrai, c'est qu'on rame un peu avec, même moi, quand je rentre, j'ai toujours un entrefilet dans la presse locale, il est encore consommé du CO2, donc on a l'habitude. Mais au-delà de ça, la COP doit être le lieu aussi où l'Europe est capable d'avoir une stratégie de coalition qui lui permet d'emporter derrière l'adhésion. À mon avis, on restera dans un système plus ou moins de consensus, mais en tout cas, d'avoir une coalition plus large. Or, moi, ce qui m'inquiète vraiment, après le Brésil, même si exceptionnellement, je n'y étais pas, mais les comptes rendus sont assez précis et on se repère, c'est que l'Europe apparaît quand même assez isolée aujourd'hui, et elle est aussi isolée parce que, et c'est de plus en plus ce qu'elle est en train de faire, elle aide de moins en moins les pays les plus vulnérables. Alors, il ne s'agit pas de faire un chèque en blanc. Moi, je suis assez d'accord avec Monique Barbu là-dessus, qui est assez cash comme ministre de l'Environnement et qui dit, OK, si on met des sous, on veut des résultats, et ce qui est une manière aussi de secouer le cocotier, et de manière nécessaire peut-être un peu, parce qu'à un moment, le robinet peut fonctionner sans résultat tangible, mais il faut absolument qu'on garde une Europe capable de passer des accords, notamment avec les pays les plus vulnérables, notamment avec le bloc Afrique, ce qui est aujourd'hui une grosse difficulté, mais y compris parce qu'on voit bien les déstabilisations de certains pays africains, qui, y compris, des fois, sont achetés ou passent d'autres types d'accords plus de très court terme. Mais on a vraiment besoin d'avoir une nouvelle stratégie de COP à l'échelle européenne, y compris avec un soutien des ONG internationales qui, des fois, quand même, restent dans une bien-pensance qui ne correspond pas à la réalité du monde, et où l'Europe est quand même toujours un peu le bloc qu'on peut critiquer, parce que comme c'est le bloc démocratique, au moins là, on a un peu d'impact, et on critique moins les autres, parce que tout de même, on n'a aucun impact de critiquer les Chinois. Mais, et donc, du coup, les Européens n'ont pas, les négociateurs européens n'ont pas toujours tous les soutiens qu'ils pourraient avoir, y compris du bloc médiatique. Mais je pense qu'il faut qu'on remette sur la table, qu'on ait du débat, y compris avec le ministère des Affaires étrangères en France, avec l'Union européenne en général, sur c'est quoi notre stratégie dans les COP pour réélargir la coalition. Les Chinois sont un acteur un peu incontournable de cette affaire. Et il ne s'agit pas de soutenir les Chinois surtout non plus. Ça reste aussi un pays avec des visées impérialistes. Et ce n'est pas tout à fait une démocratie, ça ne nous a pas échappé. Donc voilà, on est dans ce moment-là assez complexe, mais où il faut tout mettre sur la table. Et Ronan, peut-être un mot sur les acteurs, parce qu'il y a les acteurs qui agissent sur le terrain tous les jours, il y a les acteurs qui sont à la COP, et vous avez beaucoup travaillé pour que les villes soient représentées, pour que d'autres types d'acteurs soient représentés. Pourquoi est-ce que vous y croyez? Pourquoi est-ce que c'est important? Pour une raison simple, donc avec Climate Change, l'ONG qu'on a créée il y a 10 ans, nous, on cherche justement à fédérer les acteurs non étatiques pour une simple raison, c'est que concrètement, c'est eux qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. C'est les process des entreprises, c'est le mode d'organisation des territoires, donc l'action des collectivités, c'est la capacité des chercheurs, des ONG à orienter le débat. Donc, c'était important à un moment, mais c'est un peu l'utopie dont on parlait tout à l'heure, que finalement tous ces acteurs délivrent des messages communs, parce que
concrètement, c'est eux qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et on a beaucoup de success stories, des villes notamment. On sait que, parce que Trump, c'est pas la première fois, hein, on l'a déjà eu, Trump. Ouais, ouais. Lors de son premier passage, on avait eu quand même la mobilisation des États, des grandes villes californiennes, de New York, pour passer un message, un contre-message face à Trump. Donc on a quand même des villes et des régions qui pèsent politiquement. Donc la COP, c'est aussi un peu ça. C'est de se dire à un moment, est-ce que le monde n'est géré finalement, régulé internationalement que par les États, ou est-ce que c'est une communauté plus large? Ça rejoint l'utopie de la COP. Après, malgré tout, si les États se font la guerre, ça va quand même être Il reste- difficile de Non, mais passer par la case acteurs non étatiques. François. Cette question de la représentation des acteurs non étatiques dans les COP me paraît très importante parce que d'abord, comme Ronan l'a dit, c'est souvent eux qui ont les moyens de réduire concrètement les émissions et surtout parce qu'il me semble qu'une des raisons qui fait que nous sommes si souvent déçus du résultat des COP, ça tient à l'inadéquation du modèle de négociation avec l'enjeu qui est à traiter. En d'autres termes, nous cherchons à traiter d'un enjeu qui est global à partir d'un modèle de négociation international, Ouais, et c'est-à-dire interétatique. entre gouvernements Ouais, interétatiques. ouais. Et donc on voit bien qu'il y a quelque part que ça ne colle pas parfaitement. Et je pense que si on veut vraiment traiter de la globalité du problème, il faut aussi une globalité des acteurs pour le traiter. Et alors, François, votre pronostic en quelque sorte sur la suite des COP? Alors, un moment qui va être intéressant, ça va être fin avril, le sommet sur la sortie des énergies fossiles qui est convoqué par la Colombie et par les Pays-Bas. Un curieux attelage au départ, on va avoir une soixantaine de pays qui vont y participer. Et même si ce que je vais dire va sans doute choquer, ça participe de la même logique que celle de Donald Trump qui crée son Conseil de la paix. C'est-à-dire que Donald Trump est insatisfait du fonctionnement du Conseil de sécurité et donc il va créer une sorte d'organe un peu parallèle pour le contourner. De la même manière, les Européens, un certain nombre de pays, sont insatisfaits du fonctionnement de la COP et des résultats sur les énergies fossiles et donc ils vont organiser un contre-sommet pour en quelque sorte contourner la COP. Alors on va s'en réjouir parce que ce sera les gentils et qu'on va avoir des progrès sur la sortie des énergies fossiles, mais ça va aussi fondamentalement, si on prend du recul, ça va aussi affaiblir le système onusien. Donc je crains qu'on ait une sorte de victoire à la Pyrrhus lors de ce sommet Colombie-Pays-Bas, qui sera un sommet en fait très européen. La plupart des pays européens ont déjà annoncé qu'ils y participeraient et qu'ils y prendraient des engagements. Peut-être une dernière question pour finir, et malheureusement l'heure tourne et on arrive à la fin du temps qui nous est alloué. Mais au Forum, on a pas mal travaillé pendant plusieurs années autour de la Climate Overshoot Commission. Alors Oui. non pas sur les émissions et la nécessité d'atténuer les émissions et de les réduire, non pas uniquement sur l'adaptation, même si c'est un sujet fondamental, y compris pour réconcilier les populations avec l'action climatique, mais sur ce qu'on n'appelle sans doute pas en français la remédiation, c'est-à-dire les technologies qui permettent de refroidir en quelque sorte le climat, et notamment la capture carbone et sa séquestration, la géo-ingénierie solaire, etc. Bon, avec cette idée, et d'ailleurs le 6e rapport du GIEC auquel vous avez participé, François Gémen, consacre plusieurs pages à cette technologie-là en disant qu'il va falloir à un moment s'en occuper parce que l'accentuation de la crise climatique va forcer à les regarder et que si nous souhaitons détourner le regard, d'autres acteurs pourraient éventuellement y avoir recours. Quelle est votre appréciation de ça? Est-ce qu'il faut continuer à, disons, les marginaliser, considérer qu'elles ne répondent pas aux défis posés, ou alors est-ce qu'au contraire, il faut poursuivre les efforts pour en voir les potentialités et en réguler les usages? Je pense que nous ne pouvons pas détourner le regard de ces technologies. Nous aimerions effectivement vivre dans le fantasme selon lequel on n'en aura pas besoin du tout. La réalité, c'est que nous risquons de devoir y avoir recours, je l'espère, le plus marginalement possible à certains moments, mais je pense que nous commettrions une grave erreur en détournant le regard et en ne régulant pas l'usage de ces technologies. La question de la régulation et du cadre réglementaire international que prétend mettre en place l'Overshoot Commission, qui à mon avis n'est pas suffisamment connu et qui gagnerait à être davantage
connu. Merci. Parce que le problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, comme vous avez un champ qui n'est pas du tout régulé, ça veut dire que n'importe qui, y compris potentiellement des individus privés, pourrait lancer des techniques de géo-ingénierie qui pourraient avoir des conséquences absolument désastreuses, voire catastrophiques, sur d'autres pays. Et qu'il me paraît essentiel aussi, dans la manière dont on va réguler, de ne pas toutes les mettre dans le même sac. Il y a des technologies dont aujourd'hui on ne mesure pas du tout les effets et qui me paraissent extraordinairement dangereuses. Il y en a d'autres dont les effets sont bien mieux contrôlés et qui sont beaucoup plus matures. Et donc cette question de la régulation me paraît fondamentale. Et si on détourne le regard, on va être à mon avis complètement dépassé par d'autres qui vont les lancer dans notre dos. Moi je suis beaucoup plus sceptique sur ce point. Alors c'est toujours pareil, il faut effectivement ne jamais totalement détourner le regard, c'est très dangereux. Mais en fait les solutions on les a. C'est-à-dire, on sait stocker du carbone avec des arbres à pas très cher. On sait produire aujourd'hui de l'électricité par du photovoltaïque à pas cher du tout. C'est plus la rapidité de la transition et des moyens financiers qui sont mis sur la transition qui sont le problème. Et notamment les moyens financiers des pays du Sud. On parle de l'Afrique. Aujourd'hui, dans le centre de Lagos, les classes moyennes du centre de Lagos émettent plus de CO2 par habitant que dans le centre de Paris. Donc, notre problème, ce n'est pas les technologies. Notre problème, c'est le financement et la rapidité, finalement, de cette transition. Et moi, j'ai peur que ce débat sur les technologies, aujourd'hui, nous amène finalement à détourner le regard de la question principale, qui est de la mobilisation financière, et y compris du contrat de développement et de prospérité qui est derrière cette mobilisation financière. Donc je suis extrêmement prudent, y compris parce qu'en Loire-Atlantique, on a aujourd'hui un projet d'un grand tuyau qui irait des cimenteries de Mayenne jusqu'au port de Saint-Nazaire pour rentrer dans un bateau et finir dans la mer du Nord. C'est-à-dire la séquestration du CO2 qui a été émis. Plusieurs milliards. Avec ces milliards-là, on peut faire des choses extraordinaires et beaucoup plus efficientes. Donc, bien sûr, non, mais le problème, c'est qu'on n'en parle jamais vraiment. Et donc, on est toujours dans une situation d'entre-deux qui, à mon avis, prête également à plein de fantasmes sur les capacités de la géo-ingénierie, etc. Et le risque, si les travaux de la Climate Overshoot Commission ne deviennent pas un vrai enjeu démocratique, c'est que ne se mobilise toute une série de théories du complot à la Bilderberg, où on considérait qu'on va réguler ces enjeux fondamentaux dans une chambre secrète. Alors, je suis d'accord avec toi. Et puis, je crois que tout le débat qu'on a eu cet après-midi prouve que on n'a aucun tabou, on a parlé de climatisation, donc je ne suis pas en train de parler de climatisation, tous les tabous. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais donc, moi, le premier, je ne suis pas pour un politiquement correct écolo un peu simpliste, mais je pense qu'effectivement, sur ces questions-là, il faut avoir une approche économique très simple, très claire, c'est-à-dire ramener à la tonne CO2, qu'est-ce que ça rapporte par rapport à l'investissement. Je crains quand même qu'on ait des entreprises aujourd'hui qui cherchent à capter des fonds de recherche, des fonds d'investissement là-dessus, alors qu'on pourrait faire plus simple. Tu as aussi des questions éthiques là derrière. Ça ne réduit pas juste une équation économique. C'est mon côté extrêmement pragmatique dans le débat, et que ce qu'il faut marteler, et ça répond aussi à la question précédente sur l'avenir des COP. On va avoir 2, 3, 4 ans très difficiles. Tant que Trump est là, ça va être très compliqué. Tant qu'il y a la guerre en Ukraine. On peut imaginer que dans quelques années, le monde s'apaise et on retrouve des dynamiques. Donc on maintient les outils pendant cette période. C'est ce qu'on est en train de faire sur les COP, sur plein de choses. On maintient les outils. Mais fondamentalement, que ce soit sur le backlash qu'on a sur les classes populaires en Europe ou aux États-Unis, que ce soit sur l'aigreur des pays du Sud, on ne répondra à l'enjeu climatique que si on en fait un levier de développement, de prospérité, et qu'on propose à la planète ce contrat-là. Et peut-être notre erreur, ça a été de proposer comme contrat, et je crois qu'on l'a dit tous les deux avec François, et on a quand même peu de désaccords, vous avez pu l'entendre pendant cette heure, qui est qu'on a trop joué la peur, en disant faites un effort sur le climat, sinon ça va très très mal finir, en oubliant finalement que les populations elles regardent d'abord les enjeux de développement et qu'on n'a pas assez proposé le contrat de développement au service de l'action climatique. Pas assez de carottes. En fait, oui, on l'a présenté comme un effort à fournir, plutôt comme un projet de progrès. Et je pense que si on veut réussir la transition, il faut la présenter comme un projet
de progrès, comme un projet qui nous permette de mieux vivre demain qu'on ne vit aujourd'hui. Eh ben, Un genre de climate change. Par exemple. exactement. Et ben voilà, ça me paraît fournir une excellente conclusion. Un très grand merci à tous les deux parce que ce podcast a été vraiment très riche et a correspondu, disons, aux attentes, c'est-à-dire de parvenir à faire le tour des questions et notamment du lien entre la gouvernance globale, les conflits, etc., et puis le changement climatique. Pour aller plus loin, évidemment, il y a le prochain forum de Paris sur la paix. Il y a des tas de rendez-vous spécifiquement climatiques, mais au forum, on s'occupe aussi de climat. On a fêté, par exemple, les 10 ans des accords de Paris à la 8e édition du forum de Paris sur la paix. Vous le retrouvez sur YouTube. Et au prochain, à la 9e édition, les 11 et 12 novembre prochains, nous essaierons aussi d'apporter notre pierre à l'édifice en mode multi-acteur pour faire progresser cette question climatique. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous, à cher ceux Justin. qui nous ont écoutés et rendez-vous au prochain podcast.